Bonsoir, bienvenue sur les pages d'Hachette France et de routard.com pour ce Facebook Live Hachette.fr en compagnie de Monsieur Philippe Glohagen, créateur, auteur et directeur du Guide du Routard, et de Monsieur Kevin Clemente-Lewis, auteur et responsable éditorial des guides du Portugal, de la Thaïlande et de la ville de Londres. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés. Merci à vous et au Routard de nous recevoir, puisque nous sommes ici chez vous, dans les bureaux du Routard, et plus précisément dans le bureau de M. Glohagen, sagement installé sous les souvenirs de toute une vie de voyage. De voyage, naturellement, il sera question ce soir, puisque nous évoquerons vos parcours et détours pendant les 40 prochaines minutes. Nous parlerons bien entendu de l'histoire du Guide du Routard, de sa genèse, au quotidien de la vie d'auteur, globetrotter, comme vous êtes aujourd'hui. Nous parlerons des spécificités qui font le Guide du Routard, et pour finir, nous vous demanderons quelques conseils pour les vacances, pour les destinations de 2018. En deuxième partie, nous vous laisserons la parole, vous fans du Routard, puisque nous vous poserons toutes les questions que vous aurez posées aux auteurs via la page en commentaire. Vous avez été très nombreux à remercier M. Glohagen et les équipes du Routard sur la vidéo d'annonce du live, et nous espérons que vous serez tout aussi nombreux à poser vos questions. Enfin, nous tenons à rappeler que parmi les questions que vous avez posées, nous tirerons au sort 10 gagnants qui repartiront chacun avec un guide dédicacé par M. Glohagen et M. Clemente-Lewis. Pour commencer, M. Glohagen, pouvez-vous nous présenter en tant que créateur le Guide du Routard? Alors le Guide du Routard, c'est une histoire un peu ancienne maintenant. J'étais étudiant dans une école de commerce et pour gagner un petit peu d'argent de poche, au lieu de repeindre des appartements ou donner des cours particuliers, je voulais être journaliste. J'avais rencontré des grands reporters et je trouvais incroyable que ces gens partaient dans le monde entier pour découvrir dans des conditions fabuleuses des gens exceptionnels, des gens qu'aucun milliardaire n'avait la possibilité de rencontrer. Eh bien, ces journalistes, en plus, étaient payés. Pour moi, c'était le rêve absolu. Et j'ai voulu suivre un peu les traces de ces journalistes, avec le talent en moins. Et j'ai commencé donc à écrire des articles dans des tout petits journaux qui n'avaient pas les moyens de se payer des reporters. Comme moi, j'étais le reporter le moins cher de la planète, dans le sens que je voyageais en autostop, auberge jeunesse, camping, et j'allais à peine dans les restaurants, je mangeais une pastèque avec un bout de pain. J'étais vraiment très bon marché en notes de frais. Voilà comment le Guide du Routard a démarré en fait. Et ces articles qui ont été publiés, certains dans Actuel, d'autres dans Pilote, dans quelques petits magazines pas trop connus à l'époque, dans les années 70-72, ont eu un petit succès bien modeste, à tel point que le directeur d'Actuel, Jean-François Bizot, m'a proposé d'en faire un guide, et il m'a présenté des éditeurs. D'ailleurs, il a tenu parole, il m'a présenté 2 éditeurs qui sont empressés de refuser le manuscrit du tout premier Guide du Routard. Mais j'avais le manuscrit là, et au bout de 18 échecs, eh bien, j'ai trouvé un éditeur qui est bien daigné éditer le premier Guide du Routard. C'était en 73. Très bien. Quels ont été les premiers voyages que vous avez faits pour ces articles? Alors c'était autostop à l'époque. J'étais en Grèce, en Espagne, en Italie. Mais le voyage vraiment fondateur du Guide du Routard, c'était la route des Indes. C'était donc en juillet 72. J'étais parti sur les conseils d'Actuel en autostop jusqu'à Istanbul, ensuite le train, l'autobus, Iran, Afghanistan, Pakistan, jusqu'à Katmandou. C'était la grande époque des chemins de Katmandou. J'ai fait le tour de l'Inde en train jusqu'au Sri Lanka et je suis revenu par Bombay, là en avion, jusqu'en France. Un voyage d'à peu près 1 an?
Non, c'était plutôt 2 mois, parce que j'étais étudiant. Hein. C'était vraiment très... J'ai pas le... beaucoup de gens sont persuadés qu'au guide du routard, nous sommes des marginaux. Et vous aussi, je sens ça. Eh bien, pas du tout. Je travaillais, j'étais étudiant dans cette école de commerce. Il fallait que le début septembre, je sois quand même au boulot. Voilà. Je sais que je détruis un mythe, mais c'est la vérité. Il faut parfois. Quelles sont les particularités qui ont fait l'unicité de ce guide du routard? Je pense que d'abord, on est très bien tombé. On n'a pas inventé grand-chose. Mais disons qu'on est tombé à l'époque où les charters en France démarraient. Les premiers charters, vous êtes bien trop jeune pour avoir connu ça, c'est 67 en France. Et le routard en 73, vous avez vu, on a constaté l'apparition de toute une population de jeunes qui pouvaient enfin découvrir le monde. N'oubliez pas que de prendre l'avion dans les années 50 pour aller à New York, aller-retour, c'était le prix d'une voiture neuve. Avec les charters, c'était 1 mois de boulot. Moi, je me souviens d'avoir travaillé dans un restaurant plongeur et être cuisinier. J'ai pu voyager aux États-Unis, me payer pendant 1 mois et demi, me payer le billet d'avion aller-retour. Donc, il y avait une véritable démocratisation du voyage. Le guide du routard n'a pas du tout inventé le voyage bon marché. C'est faux. C'est les tarifs aériens qui ont créé cette appétence de la découverte abordable dans les voyages, mais le guide du routard était là pour accompagner les nouveaux voyageurs. Vous êtes très modeste, mais vous avez quand même su saisir une tendance pour créer un guide qui avait quel but au début? Alors oui, il y avait une façon très différente de concevoir. D'abord, c'est un guide pratique. Les Américains disent un budget guide, ça existait. Ce système existait déjà aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on parle des vieilles pierres, mais pas trop. On parle des musées, bon, on s'arrête pratiquement à l'entrée du musée. Par contre, il y avait les endroits bon marché pour aller manger, les numéros de bus pour visiter tel endroit. Ça n'existait pas dans les guides traditionnels à l'époque, puisque ces guides traditionnels, et le plus prestigieux, c'est évidemment les guides bleus qui existent toujours. Ce sont des guides éminemment culturels, mais il n'y avait pas de renseignements pratiques, puisque tous ces gens-là étaient accompagnés par des guides parlants, par des voitures avec chauffeur, par des gens qui les prenaient véritablement en main, donc ils n'avaient pas à s'occuper de trouver une bonne adresse de restaurant ou d'hôtel. Tout était réservé par l'agence de voyage. L'arrivée des charters et surtout l'arrivée des vols secs, c'est-à-dire uniquement le billet d'avion aller-retour, ça a été une période très très précise qui correspond au début des années 70, et le guide du routard était là pour l'accompagner. D'accord. Monsieur Clémenteris, c'est comme ça que vous avez vu le guide du routard au début, avant que vous entriez dans l'aventure? Exactement. Moi, c'était mon premier voyage d'étudiant. Je suis parti avec le guide Maroc. Et on est parti on a traversé toute l'Espagne en train, on est arrivé, on a pris le bateau et on a filé au Maroc. J'ai traversé tout le pays sur un vieux camion, un J4 sur le toit, c'était assez rigolo. J'ai attrapé plein de maladies, j'ai appris plein de choses sur la rubrique santé. C'est comme ça que j'ai découvert le routard et j'ai trouvé plein d'objets, de lieux précis ou sympas pour se détendre, pour apprendre la culture du pays autrement que dans les autres guides. Et c'est en rentrant de ce voyage que j'ai écrit à Philippe, qui lit tous les courriers, c'est la preuve, parce que le lendemain de la réception de mon courrier, il m'a appelé pour me proposer de faire un stage. Et depuis, je suis là. Mais justement, je lui avais écrit parce que pour lui préciser que toutes les maladies qu'il a attrapées, ce n'était pas en lisant le guide du routard. Ça n'a rien à voir, je vous le précise. C'est grâce au routard que j'ai pu m'en sortir. Très bien. Alors du coup, à quoi ressemble le quotidien d'un routard du routard sur le terrain? C'est pas que de la maladie. Non, justement. Alors, il faut contrer tout ça. Il faut se lever très tôt le matin. En gros, qu'est-ce qu'on fait? Le matin, on va voir les hôtels. C'est la première chose qu'on peut faire. C'est là où on peut aller voir comment on fait le ménage, comment il y a le petit déjeuner, et comment il est servi, s'il est copieux, pas copieux, s'il est cher, pas cher, etc. Si les gens sont sympas, on peut poser des questions à droite, à gauche.
On peut se faufiler voir si le ménage est bien fait, on va voir si le lit est bien soulevé, si les matelas sont bien soulevés, si les draps sont changés, etc. Donc voilà, en gros le matin c'est ça. On voit les offices du tourisme aussi, pour ensuite aller poser des questions, savoir s'ils ont des adresses à nous conseiller, des petits tuyaux à nous donner. Et donc ça c'est progressivement c'est la matinée. Ensuite le midi, ce sont les restaurants. Donc là ça va, il y en a pléthore, alors ça va, on va aller en tester. Alors, en priorité bien sûr tout ce qui est nouveauté, les plaintes aussi, parce que nos lecteurs nous envoient des courriers en nous disant tel resto, c'est pas le menu à 6,90 mais à 7,90, mais il n'y a plus la petite entrée, il n'y a plus le petit pouce café, etc. Bref, on va vérifier tout ça. Ensuite, on peut découvrir des adresses au hasard, ça aussi c'est assez génial, ça peut être la petite pépite. Et donc ça, on en fait beaucoup dans une journée, dans un repas. On peut tester une entrée à un endroit, un plat principal et le dessert, ça donne pas vraiment une idée globale, mais c'est vrai que ça peut agrémenter. On ne mange pas de pain, hein, bien sûr, parce que sinon ça bourre et après c'est pas bon pour continuer. Et puis parce qu'il faut aller tester les autres. Et donc ça c'est le repas le midi. Puis l'après-midi, ce seront plus des musées, des lieux de sortie, des visites à faire. Et le soir, on recommence. Alors les bars, les restos, les boîtes, et donc jusqu'au bout de la nuit, on peut visiter comme ça une adresse, une ville, une région. Donc voilà, c'est grosso modo le schéma idéal, parce qu'on s'adapte, c'est pas comme ça tout le temps. C'est assez étonnant parce qu'au final, ça donne un aspect très communautaire au routard, puisque vous lisez les retours, les courriers, les demandes de jeunes futurs auteurs peut-être. Est-ce que c'est ça la clé aussi du routard, pour savoir répondre aux attentes des lecteurs? Je crois que le succès du routard, c'est que très vite, j'ai compris que les patrons des guides, c'était évidemment les lecteurs. On leur doit tout. Donc on doit les protéger. On est toujours, quand il y a un litige entre un hôtelier, un restaurateur et un lecteur, nous on sait que c'est le lecteur qui nous fait vivre, c'est le lecteur qu'on doit soutenir. Et je pense que depuis 40 ans que le Guide du routard existe, les lecteurs se rendent compte qu'on est du côté de notre lectorat. Ils nous le rendent bien, d'ailleurs, parce qu'ils nous sont effectivement très, très fidèles. On n'a pas eu de baisse à cause d'Internet ou des crises éventuelles. Et peut-être que l'autre secret, c'est la sincérité. Même si les gens, et on le constate, tu es d'accord avec le courrier des lecteurs, les gens ne sont pas toujours en phase avec nous, parce que vous parlez du restaurant Dupont, moi je préfère le restaurant Durand, et c'est leur droit, c'est leur choix. Jamais ils nous critiquent en nous disant vous êtes achetés, vous êtes corrompus, loin de cette idée. La sincérité est toujours, nous est toujours acquise, parce qu'ils savent qu'on paye nos additions, ils savent qu'on fait véritablement le boulot, il n'y a pas de bidonnage, et s'il y a un différend, un désaccord, c'est qu'en fait, on parle de sujets extrêmement fragiles et subjectifs. On peut déjeuner ensemble au restaurant, vous trouvez le restaurant correct, moi je trouverais que ce restaurant polonais est absolument mauvais. Impossible que le restaurant polonais soit mauvais. C'est un private joke, hein, il est d'origine polonaise. Et donc, en fait, tout le monde a raison, parce que c'est subjectif, c'est comme une œuvre d'art, mettre en exergue un tableau plus qu'un autre, c'est des choix qui ne sont pas forcément partagés, mais nous savons que nous avons un public très intelligent, très tolérant, et ils acceptent notre droit à la différence et à des avis différents si on est sincère. Et comme cette idée de sincérité nous est acquise, parce qu'on l'a prouvé, et l'autre chose que les lecteurs aiment bien, je pense, c'est 3 autres qualités, et que je pique à notre ami regretté Paul Bocuse. 3 secrets pour le succès. D'abord le travail, ensuite le travail, et enfin, n'oubliez pas, le travail. Très bien, mais justement, en parlant de travail,
vous testez anonymement les adresses. Comment faites-vous? Et ça doit donner lieu à des situations un petit peu particulières, un peu Là, cocasses. on est très fort, on a fait du théâtre, on a imaginé plein de scénarios possibles, on invente plein d'histoires pour aller visiter un hôtel. C'est le droit du consommateur de visiter une chambre avant de la prendre. Donc on peut demander à voir la chambre, et plusieurs, on peut ne pas être d'accord avec la chambre proposée. Donc on en voit souvent 2, 3 dans un même établissement. Ça nous donne une idée déjà de la configuration des pièces, etc. et de l'ensemble de la déco, de la propreté aussi. Et donc ça, on visite, mais ça, je ne vais pas dire que c'est facile, mais franchement, on peut le faire. Si le propriétaire ou la personne à l'accueil est un peu réticente, on dit qu'on va venir avec sa maman, son papa, avec toute sa famille. Et donc, Un groupe, ça passe beaucoup plus. Donc, on a plein de piquettes régulièrement dans nos manteaux. Mais voilà, donc non, ça reste assez simple. Et puis au restaurant, on est là comme tout le monde, on paye comme tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Franchement, l'anonymat reste toujours de mise. Et c'est facile. C'est facile? Ah oui, c'est facile. Parce que j'imagine que vous êtes des visages connus, ça doit donner lieu à des situations ou des rencontres un petit peu inhabituelles. Est-ce que vous avez des histoires de rencontres comme Alors ça? pas tant que ça, parce que les gens... moi, je vais vous faire une confidence. À Tours, je ne suis pas du tout dans le show business ni rien. J'ai déjeuné, mais alors vraiment la table à côté de Mick Jagger, je ne l'ai pas remarqué. Donc Mick Jagger est un tout petit peu plus connu, je pense, que les rédacteurs du Guide du Routard. Mais si vous n'avez pas, si vous n'avez pas le regard face aux gens, c'est le regard qui peut interroger et créer un doute, mais lui, je le connais. On s'arrange pour avoir un regard légèrement fuyant, et généralement, les gens ne se reconnaissent pas, à tel point d'ailleurs que Pierre Josse, notre rédacteur en chef, a une anecdote formidable. Un jour, un de nos lecteurs était dans un restaurant en Grèce et il demande tiens, je vais prendre des souvlaki. Aussitôt, le patron vient lui-même voir ce jeune homme. Ah non, les souvlaki, ne les prenez pas, ils sont pas bons, c'est vraiment pas bon. Prenez plutôt le plat, c'est ma femme qui vient de le faire, il est excellent et tout. Après, il demande un autre plat grec. Ah non, alors surtout pas ça. Résultat de ce qu'il a commandé, il n'a rien eu. Et à la fin, quand il a demandé l'addition, le patron s'est empressé de dire mais il n'en est pas question, ça fait très longtemps que je vous avais reconnu, monsieur Pierre Josse. Et le lecteur a dit mais non, pas du tout, je ne suis pas du tout Pierre Josse. Mais je sais que vous fonctionnez à l'anonymat au Guide du Routard, il n'y avait pas question, et je vous offre votre repas. Et comme Pierre a les cheveux un peu longs, il nous a dit je suis content de ne pas être allé chez le coiffeur à l'époque, pour ce qui m'a permis cette méprise. Comme quoi, les gens ne sont pas forcément de grands physionomistes. Oui. Du coup, c'est vos lecteurs qui font des grandes rencontres grâce à vous, au final. Oui, tant mieux. Mais vous, du coup, vous en avez quand même peut-être aussi des rencontres que vous avez fait sur le terrain. Est-ce que ça vous est arrivé comme ça? Des rencontres. Moi j'ai un souvenir assez beau, assez poétique. C'était à Madagascar, c'était sur une petite île au nord. Une dame qui m'a demandé un jour, j'étais arrivé sur l'île, et j'avais mangé, elle m'avait dit tu veux quoi, il n'y a que du poisson. Je dis du poisson. Et là j'ai vu son fils aller pêcher le poisson devant moi dans l'eau, c'était assez magique, il ressort avec le poisson, mange le poisson, ça. Et à la fin elle m'a dit est-ce que tu peux juste me dire à quoi ressemble la neige? Et donc il a fallu que j'explique ce qu'était la neige, parce que elle me dit je lui dis c'est froid, il me dit nous on n'a pas de froid, ici on n'a pas d'électricité, on n'a pas de glace, j'ai jamais vu, donc je dis alors là il faut que j'explique le froid, c'était super. Donc pendant tout un repas on s'est amusé à imaginer des choses. C'est génial. Voilà, c'est des rencontres, c'est des petits moments comme ça qu'on peut avoir parmi tant d'autres. C'est vrai qu'on rencontre toujours des propriétaires d'établissements qui veulent nous raconter des histoires, les histoires des lieux, ou alors des conservateurs qui veulent nous transmettre des anecdotes. Philippe adore les anecdotes dans les routards. C'est vrai que c'est ça qui donne un peu le sel aussi. Au lieu de voir le musée pièce par pièce, on le voit avec un autre regard. Donc ça, c'est vraiment des petites choses qu'on rajoute et qui donnent, je pense, le sel du routard. Justement, tous ces souvenirs, est-ce que c'est ça que vous avez voulu mettre dans le
dernier grand et beau livre Voyage, qui est sorti en octobre 2017, dans lequel vous partagez 45 ans d'aventure, 45 ans de voyage et de coups de cœur. Alors, pas tout à fait, c'est pas tant au niveau des anecdotes, c'est au niveau, c'est plus un beau livre thématique. C'est que j'ai plein de collaborateurs, dont Gevins, qui adorent rapporter des photos et qui malheureusement se sentent tous un peu frustrés parce que les photos, on ne les publie pas dans les guides du routard. On a toujours voulu que ces guides soient très abordables, donc les photos sont un peu compliquées, même s'il y a un cahier de coups de cœur en début d'ouvrage maintenant. Donc ça nous a permis de publier des photos de collaborateurs, et c'était surtout les grandes thématiques, en collaboration d'ailleurs avec routard.com et la rédaction en chef, Jean-Philippe Damiani et ses collaborateurs, collaboratrices aussi. Et il y a des grands thèmes sur routard.com. Donc le découpage de routard.com, qui est un succès absolument fabuleux, n'a rien à voir avec le découpage géographique du routard, où c'est par ville, par région ou par des départements. Et je trouvais que c'était sympa de reprendre des thématiques de routard.com, les road trips, les villes oubliées, les grands ports mythiques, un tas de ces choses un peu vibrantes qu'on ne trouve pas dans le guide du routard, tout simplement à cause de cette organisation qui est strictement géographique. Et on a voulu en faire un beau livre. Alors, je vous le dis, un beau livre, c'est pas un livre qui est beau, c'est dans l'édition un livre où il y a des photos, c'est ça, beau livre. J'ai pas la prétention d'avoir fait un beau livre, mais une très jolie maquette, et c'est vrai que là, Hachette a été absolument formidable en créant une maquette pour chacune des pages. Chacun des thèmes était maquetté d'une façon différente, et le résultat, c'est que, c'est vrai, ce beau bébé, 2,3 kg sur la balance, a été un énorme succès, parce que les gens ne s'attendaient pas à ce qu'on puisse faire un ouvrage aussi beau, avec un contenu très différent des routards habituels, et qui reprenait des thématiques qui étaient quand même, qui nous tenaient à cœur. Par exemple, la Highway 1 qui relie San Francisco à Los Angeles, eh bien, on l'a décrit d'une façon plus, j'allais dire, plus littéraire, plus symptomatique d'un road trip qu'on peut faire en Harley Davidson ou une façon un peu glamour. Et c'est cette thématique qui nous a plu. Et là, nos lecteurs nous ont bien suivis, parce que je crois que c'était une des meilleures ventes de l'année. Très bien. Justement, vous parlez de ce voyage coup de cœur sur la Highway 1. Quels sont vos derniers coups de cœur à vous sur vos derniers voyages ? Moi, je rentre de Londres, donc j'ai toujours envie de dire le dernier voyage que j'ai fait. Londres, ça se passe toujours très très bien. C'est vraiment une destination facile à faire si on est en famille, si on est en amoureux. On peut trouver des établissements sympas à découvrir et des choses toujours à voir. J'ai aussi découvert il n'y a pas longtemps, redécouvert Bali. Bali qui souffre du volcan qui n'arrête pas de ne pas sortir de terre. Le volcan Agung qui n'est toujours pas en éruption, et du coup toute la population est en attente et protégée. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées, donc ça, ils souffrent de cette situation. Allez-y en ce moment, parce qu'il y a, pour l'instant, il n'y a rien. C'est très protégé, la zone est très circonscrite pour que le volcan puisse rentrer en éruption si besoin. Mais tous les autres établissements, vous pouvez y aller, c'est pas cher en ce moment, ils cassent les prix. Donc ça, il n'y a personne à Bali. J'ai envie de dire, c'est voilà un plan routard. C'est vraiment le bon plan du moment, parce que pour 600 €, toujours j'ai calculé entre l'aérien et l'hébergement en 4-5 étoiles, avec vraiment quelque chose de très très beau. Vous êtes au bord de l'eau ou alors au milieu de la nature, au cœur de l'île de Bali, donc c'est absolument magique. Ça peut être un bon plan. Oui, puis c'est le moyen de ne pas abandonner des populations qui... Exactement, parce qu'ils ont besoin, là ils ont vraiment besoin de nous en ce moment. Et vous, monsieur Glohagen ? En endroit fabuleux. De toute façon, je crois que Kevin a raison, c'est toujours le dernier voyage
qui remporte les suffrages, parce qu'on s'en souvient, on a des souvenirs extrêmement pointus, amusants. Donc il y a des rencontres cocasses, surprenantes. Depuis le début, moi j'ai rencontré en autostop quand j'étais gamin avec un copain en Angleterre, un type qui avait une magnifique Jaguar. J'étais surpris qu'il s'arrête et il me dit très gentiment je produis des jeunes artistes, si tu veux. On rentre à Londres et on enregistre cette nuit leur dernier disque. Bon, j'ai pas eu envie parce qu'on partait sur l'Écosse avec mon ami Jean-Pierre. Il nous a donné sa carte. C'était Brian Epstein qui était le producteur des Beatles. Et ils étaient en train d'enregistrer Revolver. Vous me demandez des rencontres. Moi, je vous parle des rencontres que je n'ai jamais eues. Ah oui, c'est une belle rencontre que vous avez jamais eue. Et je me souviens un jour dans un camping, on discute, il y avait des jeunes filles charmantes et tout à l'époque où j'étais célibataire, et il y avait une fille absolument splendide, et puis au cours de la nuit, alors ça n'arrive jamais, ça arrive toujours aux autres, eh bien la jeune fille est arrivée dans ma tente, j'étais tout seul, je me suis dit mais c'est incroyable que ça m'arrive à moi, bon. Et en fait, pas du tout, il y avait un orage, elle avait peur du tonnerre et elle voulait l'accompagner. Et quand j'ai essayé de démarrer en tout bien, tout honneur une entreprise de séduction, j'ai bien compris que c'était l'orage qui l'avait fait venir et rien d'autre. Voilà. Donc, vos conseils peut-être pour cette année, ou quelle destination aller, des destinations où il y a de l'orage? Alors, et où il y a des campings. Alors, moi je vous dirais que notre grande destination, et on va sortir le guide au mois d'avril, ça fait au moins 15 ans que nos adorables lecteurs nous la réclament, c'est le guide du routard Colombie qui va sortir. On a mis 5 équipes dessus, c'est un gigantesque pays, il y avait énormément de choses, on a eu des rencontres fabuleuses, et donc ça c'est notre grande nouveauté. Et puis évidemment toutes les remises à jour habituelles de nos guides classiques, avec une petite tendance qui commence à bien démarrer sur les guides à vélo. Nous avons sorti il y a 2 ans un guide du vélo sur le long de la Loire, ensuite Vélodyssée qui va de Roscoff au Pays Basque. Nous allons sortir l'Entre-deux-Mers. L'Entre-deux-Mers, c'est donc entre la Gironde, Royan et Sète, et le long en passant évidemment par l'Oreguet, où il y a une grande communauté polonaise, et donc le long du canal du Midi, il y a des chemins de halage qu'on a bien repérés. Tout a été fait à vélo par l'équipe du routard, et je précise, pas du tout des vélos électriques, des vrais vélos, pour être au rythme de nos lecteurs. Et nous allons sortir ce guide d'ici quelques temps. Et c'est une nouvelle collection qui commence à bien prendre et qui nous plaît bien. Il y a aussi une autre tendance qu'on a cernée ces dernières années avec Philippe, c'est que les destinations phares comme Londres, Lisbonne ou Barcelone sont un peu encombrées. Et là, justement, on a sorti cette année Porto pour le Portugal, parce que ça a fait un pendant. Vous avez visité Lisbonne, et ben aller à Porto, c'est pas vraiment pareil. Justement, il y a autre chose à voir. Ça reste au Portugal, il y a les mêmes tarifs, il y a la même gentillesse, il y a la même approche culturelle, mais c'est autre chose. Donc voilà, on a essayé de s'amuser à faire. On va tous à Marrakech une fois dans sa vie, aller à Fès après pour voir autre chose. Voilà, essayer de trouver des compléments. On a été à Barcelone, et on peut aller plus bas, on peut aller en Andalousie, etc. Donc voilà, on essaye de trouver des destinations bis, des itinéraires bis. C'est ça qu'on s'est amusé à développer ces dernières années, et sur routard.com et dans les guides que l'on sort. Donc là, on vient de sortir le routard Porto. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs, Kevin a raison, que nous sortons de plus en plus des villages oubliés en Toscane. Au mois d'août, on peut suivre et découvrir des villages absolument merveilleux, extraordinaires, comme Camogli, qui est Saint-Tropez en 1950, complètement oublié des touristes, sauf de quelques familles italiennes.
extraordinaire, en bord de mer bien entendu, et d'autres villages toscans ou des Maramures qui sont absolument fabuleux pour sortir justement de l'encombrement. Kevin a bien raison, de Sienne, de Florence, de Venise ou d'autres régions. Ça fait partie de notre travail d'essayer d'étaler notre lectorat sur des destinations fabuleuses et beaucoup moins connues. À la limite, vous n'avez pas besoin de nous pour aller à Venise. Vous débrouillez avec hotel.com, ça c'est amplement suffisant. Par contre, la petite auberge dans le petit village magnifique le long du canal de la Brenta, qui est à 10 km de Venise, devant une villa absolument palladienne, merveilleuse, vous l'aurez dans le guide de routard. Très bien. Et justement, ça fait une très belle transition, puisque j'ai une première question d'une personne sur Internet qui nous demande si vous avez conservé l'esprit initial du premier guide. J'imagine que ça a évolué nécessairement. Philippe le dit souvent, au début c'était vraiment pour les backpackers, et donc maintenant on a une gamme d'hébergements qui peuvent satisfaire vraiment le plus grand nombre de personnes. On essaie d'aller du jeune étudiant qui fait son premier voyage, donc les auberges de jeunesse, les hostels, etc., et jusqu'aux plus âgés qui ont peut-être plus de moyens pour aller dans un établissement de charme, ou alors on n'est pas obligé d'être âgé pour être dans un établissement de charme, mais pour se faire plaisir, c'était un anniversaire, une relation amoureuse, oui, bien sûr. Et donc voilà, on essaie maintenant de satisfaire le plus grand nombre. C'est peut-être ça la différence par rapport aux origines, mais il y a toujours l'esprit, je pense, le style, les routards, les lecteurs du routard nous écrivent toujours en nous disant « cher routard » et ils nous tutoient. Donc je pense que quelque part ça ne change pas, donc ça veut dire qu'il y a toujours cette continuité, cet état d'esprit dans les adresses qu'on sélectionne, et c'est ça qu'on essaie de trouver, comme tu dis, la petite auberge près du canal, qui fait du bien et on va se souvenir plutôt que d'avoir visité la place Saint-Marc. C'est ça qui sera le plus sympa. Les valeurs du routard, comment les définiriez-vous en quelques mots? On nous demande. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais changé. C'est intéressant d'évoquer ce genre de choses, c'est que dès le début, il y avait un chapitre sur les droits de l'homme, sur le guide du routard, de bien se dire que on aime bien parler, découvrir les vieilles pierres, mais c'est d'abord les gens qui nous intéressent, c'est d'abord le respect que l'on doit aux populations, et de bien dire à nos lecteurs que lorsqu'on est à l'étranger, c'est nous. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui sont transcendantes sur toutes les années que l'on retrouve dans toutes les éditions. On a toujours la rubrique droits de l'homme faite avec la FIDH, on a toujours la rubrique médias dans les pays un peu sensibles que l'on écrit avec RSF, Reporters sans frontières, donc ils nous donnent vraiment les infos pointues. Là, je viens de terminer le guide Chine, il y a des choses vraiment très précises sur les blogueurs qui sont en prison, et donc on informe les lecteurs avant de partir, on le dit clairement, et donc ça reste, et je pense que la tolérance c'est toujours c'est ce qui ressort le plus, c'est vraiment le regard, comme tu dis, étranger c'est nous, c'est ce qu'on essaie toujours de ne pas oublier quand on part pour le routard. De ne pas juger les comportements. Par exemple, il y a une anecdote qu'on a dans le guide du routard Kenya sur le mariage des femmes entre elles. C'est une tradition dans certaines communautés kenyanes qui existent depuis des siècles. Donc c'est pas nouveau par rapport à la tolérance normale que l'on doit à tous les couples homosexuels. Mais quand on comprend le système, on se rend compte que cette tradition est absolument fabuleuse. Ce sont les femmes qui n'ont pas de descendance mâle qui ont le droit de se marier avec une autre femme, en fait, et elles adoptent les garçons de l'autre épouse, qui permet d'avoir une continuité dans leur descendance, puisqu'il y a des mâles qui vont pouvoir garder le nom de cette femme qui est peut-être veuve ou qui n'a pas eu la chance d'avoir des enfants masculins, et de garder aussi l'intégrité de leur terre. Et ça, quand on comprend cette tradition qui est un tout petit peu
surprenante, un peu bizarre. On se rend compte que ces peuples qui sont, qu'on a un peu tendance parfois de dire oh là là, ils n'ont pas bougé depuis des siècles et tout, et bien là, c'est bien la preuve qu'on a beaucoup de chance, beaucoup de choses à apprendre de ces peuples, et surtout de l'humanisme, qu'on trouve certainement bien plus chez eux que chez nous, si ce n'est le respect qu'ils vouent à leurs anciens, aux vieillards, à leurs parents, alors que nous, en Europe, on a plutôt tendance à envoyer nos anciens tout de suite en maison de retraite. Très bien. Quel est le... Je ne reviendrai pas sur cette dernière phrase, qui n'est pas tout à fait vrai tout de même, mais dans la rédaction d'un guide, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est cette partie-là de compréhension de l'autre, ou est-ce que c'est des aspects plus techniques sur les visites, l'anonymat? Trouver des adresses d'un bon rapport qualité-prix, je crois que c'est pas très compliqué. On a des briefings, on a des séminaires de formation pour les jeunes rédacteurs qui découvrent un petit peu le métier et donc qui essayent de comprendre un peu notre déontologie, puisqu'il y a une vraie déontologie dans le guide du routard. Mais par contre, cette part d'humanisme, de compréhension des peuples, d'abord, il faut bien connaître les pays pour y être allé bien souvent. Quand Gavin évoque Londres, eh bien, il est responsable de ce titre qui n'a l'air de rien depuis une bonne dizaine d'années. Donc je dirais qu'au pif, il y est allé 35 ou 40 fois. Eh bien, je pense qu'à chaque voyage, il apprend quelque chose, parce que s'il y a un pays qui est exotique, s'il y a un peuple qui est totalement exotique, ce sont bien les Anglais. Pour les comprendre, il faut beaucoup de temps et on ne les comprend pas loin s'en faut avec un seul voyage. Et pourtant, ce sont nos voisins. C'est vrai ça, monsieur Clémentel? Oui, complètement. À chaque fois, je découvre autre chose, une autre tradition, une autre, dans les repas, dans la nourriture. C'est vrai qu'il y a là encore, j'ai fait des découvertes gustatives assez fortes dans des restaurants qui sont dans le prochain routard. Mais c'est vrai que à chaque fois, on est tout le temps émerveillé par des choses nouvelles. On s'en prend plein les yeux. Et vraiment, c'est ça qui est super. On n'est jamais blasé. En fait, voilà, tous les jours, c'est différent. Et alors, tu parles de Londres, mais ça marche pour le Lauragais, on peut aller en Normandie, on peut aller n'importe où. C'est vrai qu'à chaque fois, n'importe quelle destination, on aura des surprises. C'est ça qui est c'est un travail assez magique. On n'est jamais blasé. C'est justement un internaute demande comment vous faites pour garder les guides à jour, surtout pour des destinations que vous fréquentez autant, où des fois il est dur de trouver de l'exotisme au quotidien. On les refait tous les ans déjà, c'est quand même une pratique, c'est que tous les routards sont remis à jour tous les ans. Sauf 5 ou 6, ouais. S'il y a eu un tremblement de terre, un problème politique, la Turquie en est un bon exemple, un attentat en Égypte, à part ces catastrophes-là qui sont véritables, puisque c'est un effondrement du tourisme, donc une baisse des revenus, il a raison, annuels. Donc on envoie toujours des équipes différentes, on ne va jamais faire 2 fois le même voyage. Donc moi par exemple cette année je suis allé sur une partie de la ville de Londres, et ben je ne vais pas retourner dans la même partie l'année prochaine, je ferai une autre zone. Donc on ne va jamais faire 2 fois le même voyage pour pas qu'il y ait cette routine aussi, pour rompre ça. Et puis c'est bien d'avoir d'autres regards. Ça aussi c'est assez intéressant, c'est ce que tu nous dis quand on arrive, c'est que quand on prend le texte du routard, on est maître du texte. Quand on part sur telle zone du pays, sur la Thaïlande par exemple, le responsable, la personne qui va partir sur cette zone va travailler le texte. Il pourra peut-être n'être pas d'accord avec certains choix du rédacteur précédent, et puis le rédacteur suivant ne sera peut-être pas d'accord avec lui. C'est ça qui fait aussi, je pense, la richesse du guide, c'est qu'il y a des idées, il y a des regards différents, et c'est ça aussi qui est vraiment très très bien. On peut ne pas être d'accord, donc sans parler, si on a aimé cette adresse et qu'elle est supprimée, essayer de comprendre pourquoi. Donc voilà, on va essayer de trouver le meilleur compromis de choix, d'adresse, de rapport qualité prix toujours, et tout ça dans un même guide avec toujours ce même ton. C'est ça qui est assez magique. C'est un vrai challenge tous les ans. Il y a même des restaurants qui sont retestés 3-4 fois dans le mois, parce qu'il y a un désaccord au niveau de la rédaction. Et d'ailleurs, il y en a un, nous sommes dans le 13e, et bien dans le 14e, juste à côté, je me souviens d'un restaurant très emblématique
où nous y sommes allés 5 fois, parce que 5 fois c'était 3 contre 2, pour savoir si on maintenait le restaurant ou pas. Il y avait un véritable désaccord, et on voulait être sûr, parce que supprimer une adresse de restaurant pour ceux qui travaillent, pour le chef, pour les employés, c'est un peu une injustice si elle n'est pas vraiment bien calibrée. Et donc on n'hésite pas à y aller souvent s'il y a une hésitation pour garder ou pas un établissement. Ce restaurant, il a été gardé ? Il a été gardé. Il a été gardé. Ouais. Ça laisse de l'espoir aux Ouais, alors, aux hôteliers, à part qu'il vient de changer de propriétaire, et j'espère que l'équipe va être... on va le retester évidemment là, dans les semaines à venir, et j'espère qu'on va être d'accord plus rapidement que la dernière fois. Je l'espère aussi. On a plusieurs internautes qui nous demandent, en plus de la Colombie, quelles sont les prochaines destinations et guides qui vont être créés. Alors Porto est une destination. D'abord, c'est une destination low cost, ne l'oubliez pas. On peut y aller non seulement de Paris, et je pense aux provinciaux, il y a des vols directs de La Rochelle, de Bordeaux, de Nice. Et c'est une destination qui est fabuleuse, disons-le, puisque vous avez à quelques kilomètres la vallée du Douro, qui est l'une des plus belles vallées d'Europe. C'est vraiment extraordinaire, au patrimoine de l'UNESCO, et c'est bien mérité. Donc toute cette série de guides à vélo sur l'ensemble du territoire français, on en sort 1 ou 2 par an, grand maximum. On s'intéresse beaucoup au terroir français, parce qu'on l'a oublié, mais vive la France et on adore la France. Et on fait des mini-guides sur des tout petits terroirs. Donc il y en a un qui s'impose plus que tout, c'est le Lauragais, ça, Évidemment, c'est obligé. Donc c'est quand même un énorme territoire qui doit faire 25 km de haut et 15 de large. Et j'exagère toujours un peu. Mais on a fait un guide sur la Gascogne. Plus personne ne savait où était la Gascogne, d'Artagnan, les Bastides, le foie gras et tout. On en a fait un guide. Nous sortons un guide sur le Perche, donc au sud de la Normandie, qui est à cheval sur 3 départements et qui est une entité très particulière que l'on a fait avec notre ami Stéphane Bern, qui a acheté un château fabuleux et qui l'a retapé avec ses propres deniers pour la visite. On sort un bouquin exceptionnel, c'est pour faire plaisir à Gevins, sur la Normandie médiévale. Donc quels sont les grands noms normands du Moyen-Âge. On s'est rendu compte que la Normandie a été façonnée au Moyen-Âge d'une façon assez fabuleuse. On commence par les Vikings, on continue par Guillaume le Conquérant, Jeanne d'Arc, et tous les châteaux qui font partie de la richesse normande. C'est un guide que l'on sort en collaboration avec la région Normandie, et ce sera un guide tout en couleur. Oh, c'est une nouveauté. Voilà, c'est une nouveauté qui va sortir, je pense, fin mars, début avril. Très bien. On nous demande, maintenant, au-delà de vos références voyage, vos références en termes d'écriture, puisque les guides, c'est vrai, sont très décrits, quels sont les vôtres, principalement, que ce soit en termes peut-être de voyage et de vraiment littérature? On a 2-3 personnes dans l'équipe qui parfois ont des envolées lyriques qu'il faut arrêter parce que il y a des longues phrases, on leur dit clairement qu'il faut peut-être couper un tout petit peu les phrases. Donc ça c'est assez rigolo. On s'échange beaucoup de livres, de séries télé aussi, on se parle beaucoup donc on est à fond dans l'esprit du moment. Donc il y a la littérature, mais il y a tous les classiques de la littérature de voyage. Moi j'aime bien Bouvier, j'aime bien Kerouac, j'aime bien d'autres choses, mais c'est vrai qu'on essaie de trouver moi j'ai aussi un fait pour Julien Blanc-Gras, qui est un jeune auteur que j'aime beaucoup et qui s'amuse à parler de voyage autrement, de façon peut-être plus moderne aujourd'hui aussi, et qui est peut-être plus dans l'air du temps du voyage. On remet à jour
tout le temps les rubriques livres de route. Philippe y tient en mettant les romans les plus ou les textes les plus récents pour pas aller parler tout le temps des Lusíadas par exemple au Portugal. Le roman le lit, mais il faut quand même les connaître, mais c'est pas l'essentiel. Voilà, on va essayer Et en appuyant sur les livres de poche. les livres de poche, les polars aussi qui sont très forts, ça on aime bien mettre ça en avant. Sur les États-Unis, ma collègue Anne-Caroline Dumas, elle s'amuse à trouver des poches de folie pour donner une tonalité sur New York où elle est en ce moment, ou alors sur Los Angeles. C'est vrai qu'il y a des choses assez sympas, donc, des choses qu'on va lire en voyage aussi. On pense aussi à nos lecteurs quand on doit refaire ces chroniques. Donc essayer de donner un petit côté fun à la chronique livre de route qu'on va pouvoir destiner à la destination. Très bien. Merci. Petite dernière, peut-être pour la route. Si on doit en citer un, quel pays vous a le plus marqué ? Alors moi j'avoue que j'ai un faible pour Madagascar. Je souffre un peu de leur situation en ce moment parce que c'est pas facile au niveau politique. Mais ils ont une telle façon de saisir le quotidien, de transmettre les valeurs qu'ils ont eues à travers l'histoire. Il y a un mélange, j'aime bien le côté africain, le côté asiatique, le côté français. On peut manger un excellent foie gras et c'est absolument génial. Des tournes d'eau, bref, c'est magique. Et il y a ce sourire, il y a ce soleil, et c'est magique, cette nature aussi. C'est parmi les plus beaux voyages que j'ai pu faire avec les routards. Et vous, M. Loguet ? Moi, je dirais, je vais vous surprendre, pour moi, le plus beau pays, celui qui m'émeut le plus à chaque fois, c'est la France. Parce que la diversité, elle est connue, elle est évidente, mais quand on creuse véritablement comme on le fait, on va véritablement loin dans les villages, on a cette possibilité, cette chance absolue de rester beaucoup plus de temps que la moyenne de nos lecteurs qui n'ont qu'une semaine ou deux pour prendre des vacances. Nous, c'est notre boulot, on s'incruste, on va véritablement très profond au contact des gens, et à chaque fois c'est un bonheur, c'est une surprise, nous vivons dans un pays incroyable qui a eu des invasions, des cultures absolument différentes. Vous allez en Normandie et vous faites 40 km entre Caen et Cancale, ou même Caen et Saint-Malo, vous verrez des cultures différentes parce que ce sont des populations qui n'ont pas du tout eu le même vécu historique, qui n'ont pas eu la même culture. Donc il y a des conséquences au niveau de la cuisine, au niveau d'un tas de choses. On vous explique la raison historique, pourquoi le beurre est salé en Bretagne et pas en Normandie et pas ailleurs. Je vous le dis, eh bien, le sel est un conservateur et la gabelle, donc l'impôt sur le sel du temps des rois, n'existait pas en Bretagne. Donc on salait le beurre pour le conserver. Conséquence, voilà pourquoi en Bretagne il n'y a pas de fromage, parce que on n'avait pas besoin de fabriquer les fromages pour conserver le lait. Très bien. Eh bien, on vous remercie, messieurs. Merci. On a hâte de vous retrouver dans vos guides pour justement plein d'anecdotes comme ceci. On vous remercie, vous aussi, de nous avoir écoutés. Et on vous retrouve bientôt pour un prochain Facebook Live. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.